Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Dans l'actualité ce soir, mouvement de grogne au Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Le personnel s'est mis en grève ce jeudi, jour du conseil d'administration, pour dénoncer un manque de dialogue avec la direction ainsi qu'une dégradation des conditions salariales. Où en sont les constructions scolaires? François Hollande avait promis 500 salles de classe par an sous son quinquennat. Malgré des efforts budgétaires, vous le verrez, on est encore loin du compte. Enfin, nous recevons ce soir Yaoun Braun-Pivet, présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale, pour faire le bilan de cette toute première visite à Mayotte, une mission qui survient en pleine crise sur les questions migratoires. Une partie du personnel administratif et technique du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte s'est mis en grève ce jeudi. Un personnel gréviste qui a choisi exprès le jour du conseil d'administration du Centre universitaire pour dénoncer un manque de dialogue avec la direction de l'établissement et une dégradation des conditions salariales pour certains agents. Regardez ce reportage d'Hakim Ali Saïd et Daniel Abdou. Alors que le conseil d'administration du Centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte planche sur les réformes discutées déjà avec les syndicats en comité technique d'établissement, une partie du personnel technique et administratif donne de la voix, ou plutôt donne de la sono, aux abords du centre de Dembéni. Au moins 2 d'entre eux ont été frappés au porte-monnaie en cette rentrée universitaire 2018. 300 à 500 euros en moins sur les salaires, sur proposition de courrier de renouvellement de contrat avant de partir en vacances universitaires. Il y a d'autres agents qui se sont vus être réduits, les contrats normalement qui sont annuels a été réduit à 4 mois de contrat sans réellement de fondement, c'est comme ça. Et c'est une partie du problème de la précarité dans la fonction publique qui est ainsi posée. Ici, comme dans d'autres administrations, il plane comme un parfum de malaise au sujet des contractuels. Le dialogue social est en manque, est en panne au centre universitaire de Mayotte, donc il faut qu'il ait le dialogue social. Le préfet, nous avons eu à échanger récemment pour dénoncer la méthode employée dans la fonction publique, dans les services de l'État en général, qui refuse de continuer les CDI après 5 ans. Donc nous dénonçons cet état de fait. Une partie du personnel administratif et technique du CUFR a dit son mécontentement aujourd'hui, perturbant quelque peu les cours. Le retour à la normale est annoncé pour demain matin. On reste dans l'éducation avec des centaines d'enfants qui restent hors du système scolaire, faute de place suffisante à l'école. Alors qu'en est-il des constructions scolaires, des travaux ? François Hollande avait promis 500 salles de classe par an sous son quinquennat. Force est de constater aujourd'hui que malgré des efforts budgétaires, on est encore loin du compte. Les précisions et les chiffres à retenir avec Génial Atoumani et Géraldine Huy. Avec un investissement de plus de 22 millions d'euros et opérationnel au premier trimestre 2019, le collège de Bouéni, encore en construction, fait partie des derniers établissements du second degré sortis de terre depuis 2015. Parmi eux, les collèges de Kwalé, Majikavo, Ouangani et enfin le lycée de Mamoudzou Nord. Pour cette rentrée, Mayotte compte donc 11 lycées, 21 collèges et 183 écoles dans lesquelles sont scolarisés plus de 101 000 élèves pour une population officielle estimée à plus de 256 000 habitants. Avec la pression démographique et migratoire, difficile aujourd'hui pour l'État et les collectivités de suivre le rythme. Les 20 millions d'euros annuels répartis par l'État aux 17 communes pour les constructions et rénovations d'établissements sont insuffisants, estiment les concernés. La priorité étant donnée aux collectivités ayant des écoles encore en rotation, l'enveloppe n'est donc pas la même d'une commune à une autre. Compte tenu du défi de l'éducation à Mayotte, 500 millions d'euros supplémentaires sur 5 ans seront injectés en plus du budget annuel global du vice-rectorat, évalué lui aussi à 500 millions d'euros. Mais quelle part sera dédiée aux constructions? Pas plus de précision pour l'instant. Une chose est sûre, dans le Nord, le chantier du lycée des métiers du bâtiment de Longoni devrait débuter d'ici 1 an et demi, soit un espace de 20 000 m² pour 1800 élèves et un investissement de 73 millions d'euros.
La sécurité, autre défi majeur de l'école à Mayotte. Les établissements doivent régulièrement faire face à des intrusions d'individus armés dans les établissements, d'où la mise en place de cet exercice d'alerte intrusion au lycée de Kahani. Il a notamment permis d'évaluer la réactivité des élèves, des enseignants ainsi que du personnel en cas d'intrusion à l'arrière du bâtiment. L'ensemble de l'établissement a passé le test avec succès, nous explique le proviseur du lycée. Il est au micro d'Atoumani Simba. Ça consiste, en fonction d'une intrusion que nous avons programmée sur l'arrière de l'établissement, à permettre à certains élèves et professeurs de rester confinés et aux autres de prendre la sortie de secours, la sortie du lycée. Je suis agréablement surpris. La préparation que nous avons faite depuis le début de la rentrée porte ses fruits. Aujourd'hui, en moins de 4 minutes, tout le lycée a été soit évacué, soit confiné. La visite de la délégation de la Commission des lois de l'Assemblée nationale touche à sa fin. Durant une semaine, les parlementaires ont pu voir de près la réalité mahoraise avec toute sa complexité. Après la traditionnelle visite de la maternité, les bidonvilles, les rencontres avec les différents collectifs citoyens ainsi que les associations qui viennent en aide aux étrangers, ce jeudi a été plus calme avec notamment une visite au parc marin et chez le Grand Cadi. Alors, Yael Braun-Pivet est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes la présidente de cette commission des lois à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Alors, en une semaine, vous avez pu voir de près l'impact de l'immigration clandestine dans la société mahoraise. Est-ce que cette immersion a changé quelque chose dans votre approche de cette problématique ? Alors, nous ne connaissions pas, pour deux d'entre nous, le territoire de Mayotte. L'un de mes vice-présidents s'était déjà rendu à 2 reprises sur cette île, mais pour nous, c'était une découverte. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité effectuer un séjour de longue durée qui puisse nous permettre d'appréhender, en tout cas de tenter d'appréhender toute la dimension, la complexité de ce territoire. Et donc nous avons pu rencontrer tous les acteurs, vous l'avez rappelé, visiter un certain nombre de sites. Et donc évidemment, notre vision de l'île a changé. Nous avions une vision métropolitaine. Maintenant, nous avons beaucoup mieux compris les enjeux et nous avons surtout échangé avec tous les acteurs qui vivent ce territoire au quotidien. Et ça, c'était quelque chose d'essentiel pour nous. Vous êtes aussi voir comment est-ce que cette nouvelle législation sur le droit du sol pouvait s'appliquer et comment adapter cette loi. Est-ce que justement ça va apporter quelque chose à votre façon de changer cette réglementation ? Alors oui, tout à fait. Quand les élus mahorais étaient venus nous expliquer à l'Assemblée quelles étaient leurs difficultés et pour quelles raisons il fallait adopter un dispositif spécifique, nous les avions entendus puisque nous avions voté à une très large majorité ce dispositif. Mais maintenant que l'on est venu sur ce territoire, nous en comprenons toute l'effectivité parce que effectivement, il est indispensable de rendre ce territoire moins attractif, et donc ça va passer par des dispositions sur la nationalité, mais pas seulement. Il faut le rendre moins attractif par une lutte accrue contre l'économie clandestine. Il faut avoir une lutte très sévère contre les migrants clandestins qu'ils sont d'ores et déjà sur le territoire. Donc il faut vraiment avoir une vision très globale de ces difficultés pour pouvoir être efficace et avoir des politiques pertinentes. Concrètement, en tant que présidente de cette commission des lois, qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces questions-là ? Alors, la commission des lois à l'Assemblée nationale est la commission compétente pour toutes les questions qui sont relatives aux Outre-mer. Donc, c'est de notre pleine compétence. Et nous sommes également compétents pour les questions liées à la sécurité, à l'immigration, à la justice notamment. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle il était important que nous voyions l'ensemble des dispositifs. Donc, nous avons aussi visité les services de gendarmerie, de police, de la police de l'air et des frontières, le centre de rétention administratif, les services du procureur de la République. Enfin, nous avons vraiment essayé d'avoir une vision la plus globale possible pour que, justement, nous puissions imaginer les dispositifs qui pourront être les plus efficaces sur ce territoire, qui ne sont pas nécessairement des dispositifs qui puissent être les mêmes partout. Est-ce que ça veut dire que pour la suite, lorsque de nouvelles dispositions seront proposées, elles seront plus facilement votées, plus facilement acceptées ? Alors, elles seront plus facilement comprises puisque nous connaîtrons beaucoup mieux ce territoire. Nous allons pouvoir rendre compte aussi à la commission des lois dans son ensemble de notre séjour. Et puis, je pense que
Pour les Mahorais, maintenant, ils ont, au-delà de leurs élus qu'ils connaissent déjà, ils ont maintenant aussi une connaissance de la présidence de la commission des lois, de mes vice-présidents. Donc, ils pourront également nous contacter, nous alerter sur certaines problématiques pour que, effectivement, nos liens soient plus étroits qu'ils ne l'étaient auparavant. Et ça me semble indispensable. Justement, vous avez rencontré le collectif des citoyens mahorais. Ils nous disent souvent on ne se sent pas protégé par l'État, on a l'impression que nos droits ne sont pas pris en compte. Qu'est-ce que vous avez pu leur dire à ce sujet? Alors nous étions là pour les écouter. Nous étions là vraiment pour échanger, pas pour dire voilà quelle est la solution ou voilà ce qu'il convient de faire. Là, on était vraiment dans cette phase d'échange qui nous semblait fondamentale. Nous entendons leurs préoccupations et nous leur avons également dit qu'il était peut-être erroné de considérer que l'État ne les entendait pas. Nous avons, en faisant toutes nos visites, pu constater que l'État mettait des moyens considérables pour lutter contre cette immigration que le collectif dénonce. Et donc il faut vraiment avoir à l'esprit cela pour pouvoir agir de façon responsable. Et je pense que le collectif a également conscience de cela, en tout cas l'a entendu et doit le prendre en compte, puisqu'il faut vraiment, encore une fois, avoir des approches très globales sur ces questions-là. Et donc, il est évident que l'État renforce ses moyens concernant la lutte contre l'immigration clandestine, mais il faut également que les services de l'État puissent fonctionner de façon correcte et donc qu'il y ait beaucoup plus de fluidité à tout égard. Cette immigration clandestine a un impact important sur le fonctionnement des services de l'État. Et du coup, on a le sentiment, la plupart des personnes qui nous interpellent nous disent aujourd'hui, nous avons une concurrence entre les sans-papiers et les Français. Comment comptez-vous interpeller l'Assemblée sur cette question pour qu'il soit au courant de ce qui se passe ici? En fait, ce que l'on a compris en venant ici, c'est qu'effectivement, ces questions d'immigration, mais pas seulement, les questions de sécurité, les questions démographiques, étaient des questions qui irriguaient toutes les politiques publiques et quelle que soit finalement la thématique, on en revient toujours à l'impact de ces questions sur la thématique que l'on étudiait. Donc c'est, je pense, cela qu'il faut que l'on fasse partager, c'est le fait que cela irrigue toutes les politiques publiques et que ça n'est pas une question isolée. Qui relève seulement du ministère des Affaires étrangères. Exactement. Merci beaucoup, Madame Braun-Pivet, d'être venue répondre à nos questions. Merci et très bon retour à Paris. Merci. Passons maintenant au reste de l'actualité avec cette colère des transporteurs aériens. À l'occasion du salon Topresa, les patrons des compagnies françaises expriment leur inquiétude. Ils se disent déçus par les assises du transport aérien lancées il y a 6 mois. Mais depuis, aucune mesure en vue pour développer le secteur, notamment en Outre-mer. Voyez ce reportage de Jean-Michel Mazerolle, Philippe Hernando et Jean-Yves Petra. Leur coup de gueule est simple. 6 mois après le début des assises du transport aérien, certains patrons de compagnies aériennes françaises ne voient venir aucune mesure concrète du gouvernement pour améliorer leur compétitivité dans un contexte international difficile. Il n'y a pas la vision, il n'y a pas l'ambition, il n'y a pas le courage, parce que l'État fonctionne sur des consensus mous, il faut choquer personne, il faut faire plaisir à tout le monde. C'est pas comme ça qu'on construit une ambition pour le transport aérien français qui a tous les atouts pour réussir. Car ces assises du transport aérien étaient censées redynamiser un secteur économique français en pleine crise. Les compagnies tricolores ont perdu 20% du trafic passager international de et vers la France ces 20 dernières années. Si on devait appliquer stricto sensus l'augmentation des taxes à nos clients, ils ne voyageraient plus. C'est un vrai sujet quand même. Et puis il y a la simplification. Il y a la notion que quand un règlement européen arrive dans ce pays, il fait 1 page, à la sortie de l'administration française, il fait 10 pages. Mais c'est pas possible. Voilà, c'est des sujets simples. On ne demande pas la messe. On demande aussi que la fonction régalienne de la sécurité soit pas forcément entièrement payée par les compagnies et les consommateurs. Le pavillon aérien français, c'est plus d'1 million d'emplois et 90 millions d'euros de chiffre d'affaires. Problème, les compagnies tricolores ne cessent de perdre des parts de marché face à la concurrence de compagnies étrangères hyper subventionnées ou faisant du dumping social. Un large volet de ces assises devait concerner les Outre-mer, notamment en matière d'amélioration des infrastructures, de politique tarifaire et de sécurité. Un chantier pour l'heure à l'arrêt.
Comment se fait-il qu'on ait un deuxième contrôle à l'arrivée à Paris, après qu'il y ait eu un contrôle au départ des Antilles? Bon, mais ça, une mesure aussi simple que celle-ci, dont tout le monde est d'accord pour dire que c'est une simple mesure de bon sens, elle n'est toujours pas prise. Alors, effectivement, ça nous rend extrêmement dubitatifs et extrêmement réservés sur les suites à attendre de ces assises. Ce coup de gueule de patron de compagnie française au Salon du Tourisme est révélateur du malaise dans ce secteur économique stratégique, surtout outre-mer. La balle est désormais dans le camp de la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Autre secteur économique, celui des banques, de nouveau épinglé par le magazine 60 millions de consommateurs en cause des pratiques jugées abusives sur les frais liés au découvert. Exemple concret dans ce reportage signé Sophie Lançon. Des frais bancaires en cascade, c'est ce que vit Manuel Boivin, intérimaire. Il y a 2 mois, un prélèvement est rejeté sur son compte bancaire. Sanction immédiate, 20 € de frais. Depuis, c'est l'engrenage. Chaque nouveau prélèvement est rejeté, la facture grimpe. Forcément, je suis dans le rouge. Je suis à moins 278,68 €, en sachant que là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 160 €. Donc 2 frais bancaires. Au total, 500 € de frais bancaires en 2 mois. Sur tous les montants. Ça fait un gros trou dans le compte, effectivement, en sachant que moi je gagne pas des milliers des cents. En moyenne, je gagne 800, 900, 1000 €. Si on devait continuer dans cette optique-là, je peux vous assurer que dans 3 mois, je me retrouve dehors, je me fais couper l'électricité, j'ai plus de mobile, j'ai plus Internet, j'ai plus rien. Des frais bancaires qui s'accumulent, d'autant plus facilement, selon l'association 60 millions de consommateurs, que de nouvelles pratiques se développent chez certaines banques. Par exemple, un client a un peu d'argent sur son compte. Il fait plusieurs opérations et seul le dernier paiement par carte le fait basculer dans le rouge. Auparavant, il aurait payé 8 € de frais. Aujourd'hui, chaque opération sera sanctionnée s'il est à découvert en fin de journée. Ici, par exemple, facture totale, 32 € de frais. C'est 4 fois plus. Il est explicitement écrit, si le solde de fin de journée est négatif, facturation de commission d'intervention pour l'ensemble des opérations débitrices. C'est les instructions qui sont données à la Caisse d'épargne et dans les banques populaires. Une pratique qui se répand depuis 1 an. Soyons clairs, ça ne correspond à aucune prestation. Ce qu'on révèle aujourd'hui, c'est totalement inadmissible et il faut que les autorités y mettent fin. Nous avons joint par téléphone les banques mises en cause. Elles l'assurent, rien n'est illégal. Tout ça, c'est un dispositif qui est tout à fait légal, qui est tout à fait encadré. Il y a une limite qui est fixée à 10 opérations par mois et qui est même ramenée pour les clients les plus fragiles à 5 opérations par mois, qui est facturée. En 2016, les frais d'incident auraient rapporté aux banques 6,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Un mot de sport pour finir avec ce score, 78-61. Hier soir, l'équipe de France féminine de basket s'est imposée face à la Turquie en match de barrage pour les quarts de finale du mondial. Elles affronteront la Belgique en quart de finale avant de peut-être retrouver les Américaines dans les demi-finales. Voilà, c'est sur ces images qu'on termine cette édition. Je vous rappelle le principal titre, ce mouvement de grogne au centre universitaire de formation et de recherche de Mayotte. Le personnel s'est mis en grève ce jeudi, jour du conseil d'administration, pour dénoncer un manque de dialogue avec la direction de l'établissement et une dégradation des conditions salariales. Dans un instant, le journal en maoré avec Abdullah Damala. Demain, dans le Zakweli, Andri Rakoton-Davola reçoit le sénateur Tani Mohamed Swalihi qui va présenter son bilan annuel de mandature ce samedi à Chirangui. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous.